All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Lundi, on a retrouvé Disco Lando pour un nouvel épisode de Calling All Devs. La première question a été pour Caitlin Mooney et a porté sur le futur des fonctionnalités liées aux organisations. Évidemment, on apprend que ça tournera autour du Spectrum. Ils vont essayer d'y intégrer toutes les fonctionnalités qui existent déjà et de les intégrer de la façon la plus harmonieuse possible. On retrouvera donc tout un tas de nouvelles interfaces, on pourra parcourir les organisations, les filtrer, on pourra consulter leurs pages, consulter et échanger sur leur forum et évidemment postuler. Pour les admins de chaque organisation, ils auront évidemment des outils pour modifier leur page de présentation, gérer leur forum, les rôles et permissions de chaque membre sur le forum et bien sûr les candidatures. Deuxième question pour Johnny Jassivius concernant l'usage éventuel de bottes magnétiques comme on en voit dans certaines œuvres de science-fiction. Alors c'est pas une idée qu'ils vont appliquer, car ça serait limité aux surfaces métalliques et ça serait lent. Par contre, ils vont développer une autre solution appelée Align to Surface. Grâce à ça, lorsque vous volerez en 0G et que vous vous approcherez d'une surface, l'ordinateur de bord de votre combinaison, en quelque sorte, comprendra que vous vous dirigerez vers cette surface et fournira de la puissance au propulseur de la combinaison pour que vous gardiez les pieds sur cette surface et avoir un gameplay FPS classique comme s'il y avait une attraction gravitationnelle classique. Et ça sera pas limité à certaines surfaces puisqu'il a dit que c'est grâce à ça qu'on pourra marcher sur des astéroïdes. Par contre, il a pas précisé comment ça se passera pour se rattacher à une surface. Est-ce que ça sera une action manuelle du joueur ou est-ce que ça sera l'ordinateur de bord de la combinaison qui déterminera ça automatiquement? On sait pas encore. Question suivante pour Matt Intreri sur l'amarrage du P52 aux constellations. C'est malheureusement pas du tout une priorité, donc ils travaillent pas dessus. Pour en arriver là, ils devront d'abord développer une autre techno, dite des grilles physiques multiples, et qui devrait arriver pour la 3.2 ou la 3.3. Je pense d'ailleurs que ce système à développer est lié au problème de grille physique qui a stoppé le développement du Hull C il y a quelques temps. Et quand ça sera fait, il leur faudra aussi développer une intelligence artificielle pour diriger le vaisseau pendant les phases d'amarrage. Par contre, ça sera assez poussé comme système car selon Matt, ça permettra carrément d'avoir des vaisseaux coupés en deux en laissant l'intérieur intact et visitable. Dernière question pour Chad McKinney concernant la mort de notre personnage. Pour l'instant, mourir n'implique pas vraiment de pénalité, mais à l'avenir, on aura plusieurs personnages et au fil du temps, le personnage qu'on joue subira certains effets dus à ses mésaventures dans l'espace, si bien qu'à un moment donné, on devra changer de personnage. En fait, Chad conseille à ceux qui veulent en savoir plus de lire l'article Death of a Spaceman, qui décrit bien leur objectif à long terme. Sinon, à part ça, c'est la deuxième fois en 2 semaines que Chad McKinney est contacté pour le Calling All Devs. Et c'est la deuxième fois en 2 semaines que ça arrive pile poil au moment où passe le gars de l'entretien en t-shirt bleu. Alors voilà, il le sait sûrement pas, mais il a déjà plein de fans. Le Lore Post de mardi a présenté plusieurs entreprises de stations-service spatiales. Il en existe des tas, mais les plus célèbres sont Fuel Pump, Cryastro et CTR. Fuel Pump est une entreprise qui se distingue par son image d'entreprise utile à toute la famille, historiquement très liée à l'histoire de l'humanité, et qui joue sur des codes visuels rétro. Par rétro, entendez par là l'ambiance de la fin du XXe siècle, lorsque l'entreprise a été créée. Ils travaillent leur image aussi bien auprès des plus âgés, en étant un sponsor pour des équipes de Sata Ball et des écuries de course, qu'auprès des plus jeunes en sortant chaque année un jouet représentant un vaisseau que les collectionneurs s'arrachent. Donc parmi les plus vieux d'entre vous, s'il y en a qui sont nostalgiques de l'époque où les stations-service offraient des babioles à collectionner, souriez, ça va revenir à la mode. Concernant leur activité, leur station offre un service supérieur à la moyenne, totalement assisté, avec constamment des équipes de réparation qualifiées sur site. Ils offrent également un service de remorquage de vaisseaux à condition que celui-ci ne soit pas dans un système classé comme dangereux par l'advocacy. Cryastro, quant à elle, est une entreprise plus jeune, moins chère, et plus destinée aux pilotes débrouillards souhaitant participer aux réparations de leur vaisseau qu'à ceux souhaitant qu'on le fasse pour eux en étant assis dans une salle d'attente. Ils sont aussi connus pour leur service de fast-food réconfortant mais très critiqué par les guides Michelin du futur. CTR, quant à elle, est la première entreprise Xi'an à s'être implantée dans l'UE, et ceci prime tellement l'efficacité que les entreprises humaines concurrentes ont dû redoubler d'efforts pour rester compétitives. Ils emploient des humains, mais importent aussi des travailleurs Xi'an, ce qui crée une barrière linguistique. Personnellement, je pense que ce qui est sous-entendu là, c'est que ces stations offriront des prestations supérieures à la moyenne, mais pour en bénéficier, il faudra maîtriser parfois quelques notions de Xi'an, car on tombera parfois sur des stations CTR tenues par des employés Xi'an. Mercredi, Mark Abens nous a présenté un bug qui arrivait dans leur environnement de développement que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Sur le 600i en cours de création, les développeurs ont laissé des entités de personnages dans le cockpit. Dans leur SDK, sur une scène donnée, les développeurs peuvent passer du mode d'édition de la scène à un mode pour jouer directement cette scène. Si j'ai bien compris, en passant du mode d'édition au mode jeu, l'Object Container réinitialise l'intégralité du contenu du vaisseau pour prendre en compte les modifications éventuelles faites pendant le mode édition.
donc il marque la liste des entités à supprimer à l'intérieur du conteneur, comme les personnages et leurs ports d'attache pour les vêtements. Et malheureusement, une réinitialisation de ces ports d'attache pour vêtements était faite ailleurs, et du coup ils étaient à la fois ajoutés et en cours de suppression, donc c'est ce qui causait le crash. Jeudi, l'émission Around the Verse nous a présenté un nouveau vaisseau, le Aegis Vulcan. Ce nouveau vaisseau sera destiné à ceux qui cherchent un vaisseau de support polyvalent. Si vous voulez vous spécialiser dans le ravitaillement de carburant, vous aurez le Starfarer. Si vous voulez vous spécialiser dans la réparation, vous aurez le Crucible. Et si vous voulez faire un peu des deux et du réapprovisionnement de munitions, vous aurez l'Aegis Vulcan. Alors pour commencer, quelques explications assez précises de John Crew. Il nous explique que c'est un vaisseau pour 3 personnes, avec un pilote et 2 opérateurs qui seront aux manettes de 2 terminaux, permettant chacun de contrôler une tourelle ou un drone. Car oui, tous ces différents services de support pourront être fournis aux autres vaisseaux via des drones. Le Vulcan en aura 4, ils pourront jouer ces 3 rôles, mais pas les 3 à la fois. Si un drone est paramétré comme réparateur, et si vous voulez qu'il remplisse un rôle de ravitailleur de munitions, il devra d'abord revenir au vaisseau pour être reprogrammé. On pourra les contrôler manuellement, mais aussi les laisser en mode automatique piloté par une IA, et concrètement, ça ressemblera aux drones qu'on voit chez Cryastro quand on demande une réparation. Aussi, comme il n'y a que 2 stations, on ne pourra pas sortir les 4 drones en même temps. Il y en aura 2 de sortie, avec les 2 restants en réserve pour pouvoir les déployer rapidement quand les 2 premiers seront rentrés et auront besoin de temps pour les réapprovisionner ou changer leur rôle. Les missions du Aegis Vulcan pourront durer assez longtemps car il dispose d'une pièce d'habitation pour l'équipage, d'une petite soute de cargaison de 12 SCU et un petit réservoir de carburant. Et après les explications assez précises de John Crew, les explications de Paul Jones qui nous dit qu'il sait pas trop si les 2 opérateurs devront décider qui contrôlera les drones et qui contrôlera la tourelle. Et il sait pas non plus si on pourra faire 2 drones contrôlés sur la première station et 2 drones contrôlés sur la seconde. On aura peut-être des précisions avec les sessions de questions-réponses dans quelques semaines. Ensuite, c'était au tour du Terrapin d'être encore une fois présenté, et en fait, c'était surtout beaucoup de blabla de Patrick Salarno sur son boulot sur les effets spéciaux à l'œuvre sur le Terrapin quand on l'endommage. Donc c'était de très belles images, mais il n'y avait pas vraiment de nouvelles infos, sauf une. Calix Renault explique que la surchauffe est prise en compte dans d'autres systèmes, comme l'armement, mais que c'est pas encore le cas sur la propulsion. Quand ça sera le cas, les propulseurs pourront surchauffer et donneront moins de poussée que prévu. Pour le Terrapin, ça devrait pas arriver grâce à ces réacteurs latéraux qui sont monstrueux, mais pour d'autres vaisseaux, les propulseurs de manœuvre suffiront pas à faire du surplace en atmosphère, et si on le fait, ils surchaufferont. C'est de la pure spéculation de ma part, mais le besoin de plus de poussée en atmosphère, et la surchauffe des propulseurs, la surconsommation de carburant, et peut-être l'usure prématurée des composants qui va découler de tout ça, c'est peut-être justement ce qui va inciter les joueurs à utiliser des véhicules terrestres à la surface des planètes. Ensuite, Discolendo nous a fait un petit point sur l'état de production des vaisseaux. Dans la phase Greybox, on retrouve le Constellation Phoenix, le Mustang, le Hurricane d'Anvil et le Hammerhead d'Aegis. Dans la phase artistique finale, on a l'Avenger qui a une nouvelle salle pour le MP de sa variante Warlock. Et dans la phase de préparation de vol, on retrouve évidemment les 4 vaisseaux à venir pour la 3.1, le Razor de Misk, le Reclaimer d'Aegis, le Cyclone de Tumbril et le Terrapin d'Anvil. Vendredi, l'émission Reverse the Verse est pas du tout revenue sur l'Aegis Vulcan et c'était plutôt une série de questions-réponses sur les différentes mécaniques de jeu. La première question concernait l'application concrète du minage, on le savait déjà, mais pour ça comme pour les autres mécaniques de jeu, il voudrait éviter que ce soit un mini-jeu, et il préférerait qu'on ait une interaction vraiment concrète, risquée et exigeante. En l'occurrence, pour le minage, on aura un laser qui percera la surface à miner, et en fonction de la composition de la roche, du minerai rencontré, des gaz rencontrés, et de plusieurs autres facteurs, on aura une jauge qui indiquera si on doit augmenter ou baisser la puissance du laser. Trop ou pas assez de puissance, et on extraira mal le minerai. Et avec vraiment trop de puissance, on risquera d'endommager le matériel de forage, ou carrément le vaisseau. Pour les ressources extractibles, ils vont se concentrer dans un premier temps sur tout ce qui est minerai, tandis que les gaz et les liquides viendront beaucoup plus tard. On pourra configurer le laser et ses composants pour ces différents types d'extraction. Et si certains composants seront peut-être assez polyvalents, il faudra quand même avoir des composants spécialisés. Le minage intensif d'un astéroïde épuisera son contenu, donc on ne pourra pas farmer à l'infini sans bouger. Ils doivent par contre décider dans quelle mesure la réapparition des ressources aura lieu. Pour finir sur ce sujet, le minage spatial et terrestre devrait avoir grosso modo le même fonctionnement. Pour la récupération d'épaves, ça sera aussi idéalement sans mini-jeu, et il y aura sûrement des étapes comme la destruction de la coque, l'extraction des composants, des données et le siphonnage des gaz internes à l'épave. Mais dans un premier temps, ça sera pas aussi développé. En tant que capitaine de vaisseau, on contrôlera les PNJ et les drones avec des ordres basiques. Les drones obéiront automatiquement, plus rapidement et seront plus limités que les PNJ. Mais ceux-ci seront plus efficaces et pourront augmenter leurs compétences avec l'expérience. Ces compétences seront visibles dès l'embauche, contrairement à la personnalité qui les révéleront petit à petit. Et contrairement aux drones, ces PNJ pourront potentiellement désobéir s'ils sentent que les ordres donnés vont leur coûter la vie ou s'ils estiment que vous ne les traitez pas assez bien au niveau de la nourriture, du sommeil ou de l'hygiène. Et ça pourra même aller jusqu'à la désertion car Chris Roberts aimerait bien que les PNJ aient une vie et une personnalité bien à eux. Est-ce qu'il y aura beaucoup de détails gore, particulièrement pour ce qui est du gameplay de médecin? Ils savent pas encore et ça dépendra de ce que veut Chris Roberts. On ne devrait pas pouvoir entraîner nos personnages à des forces G plus violentes, ça sera du ressort des différentes combinaisons de vol.
Embaucher des PNJ pour piloter nos vaisseaux, ils en ont pas vraiment parlé. Todd préfère que ce soit les joueurs qui accomplissent les choses, et Dan Truffin et lui s'accordent à dire que Chris sera sûrement aussi de cet avis. Pas non plus de pilotage automatique de prévu, si jamais il devait y en avoir un, il serait forcément moins efficace qu'un vrai joueur. Est-ce que l'exploration ne sera pas limitée avec un seul système? Apparemment non, car Stanton sera assez grand pour prendre 41 minutes de voyage quantique pour être traversé. Donc il y aura largement la place pour le peupler avec des endroits à découvrir et dont les coordonnées pourront être revendues, partagées ou échangées. Est-ce que les sauts quantiques sans destination vont revenir? Ils vont voir, mais Chris préfère qu'on ait une destination pour pouvoir faire un saut quantique. Dan Truffin suggère quant à lui qu'on pourra aussi le faire, mais avec une vitesse réduite. Ça nous forcerait à parcourir le vide de l'espace en faisant plusieurs sauts les uns après les autres, pour ne pas percuter d'obstacles potentiels. Ces suites de sauts courts par étapes pourraient aussi servir le gameplay d'explorateur, puisque vous collecteriez du coup les coordonnées de plein de zones de l'espace, et si elles sont navigables ou non, et si elles le sont pas, pour quelles raisons. Enfin, on devrait pouvoir bricoler les composants de nos vaisseaux, mais ça augmentera pas leur performance au-delà de quelques pourcents. Samedi, CIG a mis à jour son planning de progression pour la 3.1. Du côté des bonnes nouvelles, c'est-à-dire ce qui avance bien, on a la customisation des personnages et les armes. Par contre, le système pour les appels de détresse qui a été ajouté la semaine dernière a eu 11 tâches supplémentaires qui lui ont été rajoutées. Les vaisseaux n'ont pas avancé des masses et le bind culling n'a pas avancé du tout. Pour finir, le site de DualShockers a eu une petite interview avec Chris Roberts et ils ont parlé du nombre de salariés travaillant pour CIG. Le studio de Manchester a 234 employés, le studio de Los Angeles en a 75, le studio d'Austin en a 71 et le studio de Francfort en a 80. Et on arrive à un total de 475 employés avec les 15 autres qui travaillent dans un petit studio tout neuf à Derby en Angleterre sur la performance et la motion capture. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien citoyens.